Donc pareil, une présentation à deux voix. Donc je me présente, Anne Létondal, donc je travaille à la plateforme régionale d'éducation thérapeutique, plus communément appelée AFSET Comet, Comet étant son nom de scène, qui est la coordination multipartenariale pour l'éducation thérapeutique. Donc on est une association... Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ma présentation. Et puis donc Morgane. Bonjour, donc moi je suis Morgane Bondier, je suis psychologue clinicienne, je suis docteur en psychologie et donc je suis ingénieure de recherche clinique au CIC, au CHU Besançon. Donc nous allons vous présenter le projet qui s'appelle Métis. Pourquoi est-ce qu'on vous le présente? Puisque, comme disait Armand, il y a cette particularité qu'il est fait en partenariat avec deux équipes, une collaboration donc avec la Comet et le CIC. Donc la Comet, une association loi 1901, qui a pour but de promouvoir l'éducation thérapeutique, l'éducation du patient atteint de maladies chroniques auprès des professionnels de santé du monde ambulatoire, en coordination avec les autres acteurs sur l'ensemble de la région Franche-Comté. Donc on est une association récente puisqu'on a été créé en 2012 suite à une réorganisation des réseaux de santé en Franche-Comté. Voilà, donc nous sommes une association sous CEPOM, financée en totalité par l'ARS. Nos missions aujourd'hui, et ce depuis 2012, sont de faciliter la reconnaissance de l'offre et des ressources en éducation thérapeutique du patient, de former et d'accompagner les professionnels de santé en éducation du patient, favoriser, organiser et développer les échanges et la coordination des acteurs locaux, être force de proposition en innovation, d'où, en tout cas nous, en interne, c'est comme ça qu'on a placé le projet Métis, et de développer, favoriser et participer à l'expertise sur l'éducation thérapeutique. Donc une collaboration entre la Comet et donc le centre d'investigation clinique du CHU Besançon, dont a déjà bien parlé Elodie ce matin. Donc on vous représente un petit peu la composition de l'équipe. Équipe d'une quinzaine composée de différents axes, avec l'axe éthique et progrès médical dont je fais partie, dirigé par le professeur Aubry, et donc composée d'une quinzaine de chercheurs en sciences humaines et aussi également de médecins. Voilà. On va passer brièvement parce que ça a déjà été bien abordé ce matin. Donc les ingénieurs de recherche mènent les projets de recherche de la conception à la restitution des résultats. Donc la conception des projets ainsi que leur analyse et leur valorisation se font ainsi de façon interdisciplinaire et collective à toutes les étapes de la recherche. Donc comment est né le projet Métis et surtout, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment donc, on a pu concrétiser ce partenariat Comet et CIC. Donc par rapport à l'AFSET, donc voilà, on va dire que ce projet est né dans les bureaux et des personnes de l'AFSET. Cette réflexion elle a débuté en 2013 suite donc, à un travail personnel que j'ai mené lors de mon DU en ETP à Besançon, puisque j'ai travaillé sur... mon mémoire portait déjà là-dessus. C'était sur formation en éducation thérapeutique avant-après, de soi à l'autre. Donc c'était sur on va dire une étude exploratoire par rapport donc, au gros projet mené actuellement. Donc étant organisme de formation, forcément on se questionne un petit peu sur l'impact de notre contenu de formation sur le terrain. Et donc c'est ce que j'ai voulu aller explorer et à l'époque j'ai rencontré 11 professionnels sortant de notre formation en éducation thérapeutique. Donc nous on forme, on va dire au niveau 1 de l'OMS, donc c'est 40 heures minimum. Et pourquoi cette formation est intéressante, c'est parce qu'elle ouvre les portes pour les professionnels de santé qui veulent mener des programmes d'éducation thérapeutique à monter un projet, le déposer à l'ARS et espérer en tout cas avoir un financement.
Donc j'ai rencontré 11 professionnels suite à notre formation, donc 6 mois après la formation, pour savoir un petit peu ce que la formation leur avait apporté dans leur quotidien de travail auprès des patients. Voilà, donc souvent le TP est associé à programme d'éducation. En Franche-Comté, c'est vrai que depuis quelques années, on parle de TP intégré aux soins. Pourquoi? Parce que beaucoup de professionnels travaillent seuls en cabinet. Ou autrement, le patient, c'est difficile forcément de l'inclure dans des programmes de TP. Tout programme ne permet pas à un patient d'être intégré à celui-ci. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent et qui doivent se passer en dehors des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis surtout, on ne peut pas demander à un professionnel de santé à avoir un masque quand il est dans des séances d'éducation, à être là à l'écoute de son patient, et puis en consultation, à ne plus du tout avoir le temps. Voilà, c'est une posture qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà, et qu'on soit en consultation ou qu'on soit dans une séance de programme. Donc j'ai rencontré ces professionnels, retour très très riche. Seulement, comme tout projet de recherche, surtout là pareil, on était sur une étude qualitative, c'est que une question, on étudie, amène forcément à une autre question et soulève aussi les problèmes qu'on a pu rencontrer. Et là, les problèmes, enfin c'est pas des problèmes, mais en tout cas, il nous manquait des données. Donc la donnée effectivement du patient, puisque j'étais allée rencontrer que des professionnels de santé, du coup le regard du patient, le retour du patient, on ne l'avait pas. Et puis, quand on parle de relation, c'est pas parce qu'on fait une formation de 40 heures qu'on change une posture, et puis ce à jamais. Donc on est également dans une dimension de transformation et qui forcément prend du temps. Et donc, voilà, moi je les avais rencontrés une seule fois et il manquait justement cet indicateur de temps. Et puis nous, en tant que convaincus des effets de l'ETP, on voulait aussi déjà se rendre compte sur le terrain, puisque nous c'est bon, on savait, on est sûr de ce qu'on prêche, mais en tout cas, voilà, est-ce que dans le quotidien c'est utile? Et puis si ça l'est, et du coup il faut le valoriser. Parce que c'est comme tout à l'heure on parlait de financement, mais pareil pour les professionnels de santé. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de TP essentiellement en programme? C'est parce qu'en programme c'est financé, donc leur temps sur des séances est financé. Et voilà, donc qui demande le financement a besoin d'être valorisé et d'être reconnu. Voilà. Donc tout ça c'est né de cette petite étude exploratoire et puis pour laquelle je me suis heurtée à plein de difficultés parce que moi je ne suis pas chercheur, donc déjà rencontrer une fois 11 professionnels c'était une galère. Donc vouloir faire une étude encore plus poussée, du coup, on s'est dit, nous, dans nos locaux, on a personne, personne de compétent, comment on va faire, par où il faut s'y prendre, etc. Donc, on a vu une petite affiche en 2015, c'était sur donc il y avait le séminaire sur la méthodologie, la recherche qualitative, en septembre 2015. Donc, du coup, je m'y suis rendue avec certaines de mes collègues. Voilà, où le contenu était très riche, très intéressant. Et donc à la fin, je me suis orientée vers Élodie Cretin, lui faisant part de mon projet et en me disant mais comment on fait? Par où on commence et voilà, et vers qui je peux frapper à la porte, parce que ça, on en a envie, on en a les finances, ou du moins on pensait à l'époque, parce que du coup on avait des finances qui étaient à ras les pâquerettes, mais voilà, le premier c'était déjà énorme. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait? Là pour l'instant on en est aux prémices, on n'a pas comme intention de monter tout de suite. On sait que ça prendra du temps, mais voilà. Donc du coup avec Élodie, on a surtout déjà travaillé sur la méthodologie pour monter déjà un protocole, déjà passer au stade de l'écriture. Donc on a été suivi par le CIC. Pour eux, c'était une des missions de suivre des équipes qui avaient un projet donc pour l'écriture.
Donc ça a été 5 séances, on s'est vu 5 fois, donc de décembre 2015 à juin 2016. Et ensuite, donc l'été l'année dernière, il me semble que c'est ça, hein, nous avons déposé le programme, alors pour moi c'est à la DRCI, mais voilà, ensuite qu'il l'a déposé pour le CPP, pour moi c'est très technique, mais en tout cas, pour un dossier qui nous semblait assez simple, puisqu'il n'y a pas d'intrusion, mais voilà. Il a fallu quand même qu'il passe beaucoup d'étapes alors que voilà, le sens était bon, les finances on les avait. Et donc tout ça, ça a pu aboutir. Et puis nous, de notre côté, il a fallu qu'on essaie de convaincre l'ARS, alors pas de financer cette étude, parce que pour eux, ils ne passeraient pas par nous pour le faire, mais c'était en tout cas de ne pas nous prendre les sous qu'on n'avait pas dépensés, pour pouvoir, voilà, au fil des années, les accumuler, et puis pouvoir se financer à la fin cette étude. Donc chose qui a pu être faite. Voilà, et donc là, nous avons signé la convention de partenariat, et puis l'étude a commencé depuis mai 2017. Donc on ne va pas vous parler des résultats de cette étude, parce que là pour l'instant on en est juste à la première étape. Mais en tout cas, voilà, je peux vous parler un petit peu de TP, même si je pense que tout le monde est assez au clair vis-à-vis de ça. Mais juste un petit historique. Donc le TP est né dans les années 70 par un médecin américain, Leona Miller, qui a... Pour la première fois, en fait, le terme d'éducation du patient a été posé, puisqu'elle souhaitait aider les patients diabétiques issus de milieux défavorisés à contrôler leur diabète, à gagner en autonomie sans consommer trop de médicaments. Ensuite, c'est à partir de ces dates-là que donc c'est amorcé vraiment ce transfert de compétences entre le soignant et le soigné. Ensuite, c'est comme tout, il faut des vraies fondations pour que les choses puissent prendre de l'ampleur. Donc, comme fondation, il y a eu donc le rapport de l'OMS en 1998 qui dit que l'ETP vise à aider les patients à acquérir et maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Et ensuite, d'autres lois, donc la loi 2002 et la loi HPST de 2009, qui cadre un petit peu sur également le contenu des informations lors des programmes en éducation thérapeutique. Comment on monte un programme, qu'est-ce qui doit être mis dedans. Et ensuite plusieurs réformes, donc surtout le plan national de 2007 qui cherche à améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques et donc qui cite l'ETP comme un axe d'amélioration de santé. Donc avec 4 objectifs, d'aider chaque patient à mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer, élargir la pratique médicale vers la prévention, faciliter la vie quotidienne des malades, mieux connaître les conséquences sur la maladie et sur leur qualité de vie. Voilà, en gros, on va dire que, pour conclure, on va dire la loi HPST de 2009 a vraiment été un grand tournant dans l'histoire de l'éducation thérapeutique, dans le sens où c'est elle qui dessine les contours et qui précise les modalités de l'ETP, essentiellement dans le cadre de programmes. Donc tout ce qu'on voit là, effectivement, si on regarde, on va dire, la définition générale, on parle de qualité de vie. Donc la qualité de vie, c'est du quotidien, c'est tout le temps. Donc ça veut dire que ça peut être on va dire, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans l'ETP intégré aux soins, donc hors programme. Et tout ce qu'on voit là, c'est effectivement quelque chose qui est très carré. Donc nous, ce qu'on souhaitait faire pour cette étude, c'était d'aller justement un peu plus loin et d'essayer de valoriser le fait que l'ETP ce soit hors programme. Et donc du coup, à la portée de tout à chacun comme professionnel de santé. Donc cette question, ce projet est forcément, pour nous en tout cas, entre dans un intérêt de santé publique, puisqu'il identifie les effets d'une formation en ETP dans la prise en soin de malades.
Il interroge l'impact d'une formation en ETP sur des dimensions spécifiques et la relation soignant-soigné et hors programme. Et il questionne également l'impact de cette formation sur l'autonomie du patient. Interroge également des principes d'éthique, l'autonomie du patient dans son parcours de soins, donc question de liberté de choix patient, respect de ses décisions par les soignants. Donc cette recherche, on va dire la recherche en ETP, il y en a eu et il y en aura encore beaucoup. Qu'est-ce qui la différencie des autres? On va dire c'est le fait que pour la première fois, quand même, alors qu'on parle d'ETP, pour la première fois, c'est une étude qui va inclure le point de vue du patient, le ressenti, enfin voilà, à ce niveau-là. Et puis c'est une étude, comme je l'ai dit, qui va vraiment essayer d'étudier la transformation relationnelle, donc du coup avec ce sera donc une étude longitudinale sur à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc les professionnels et les patients vont être rencontrés une première fois avant la formation, tout de suite à la fin de la formation et après 6-8 mois à la sortie de formation. On aimerait bien encore plus, hein, comme toute transformation relationnelle, je pense qu'il faudrait les étudier pendant au moins 2 ans, mais là par contre les finances manquent un peu quand même. Donc les objectifs de l'étude, l'objectif principal c'est de décrire l'évolution de la relation soignant-soigné chez des professionnels de santé et leurs patients, avant et après une formation de 40 heures en éducation thérapeutique. Donc les objectifs secondaires sont de décrire l'impact de la formation en éducation thérapeutique sur les pratiques de soins et sur la satisfaction-insatisfaction des professionnels au travail, mais également de décrire l'impact de la formation sur l'autonomie du patient. Donc l'étude repose sur la passation d'entretien. Donc elle repose sur une méthodologie qualitative qui permet, le docteur Serge Dano en a parlé ce matin, qui permet une analyse en profondeur des phénomènes complexes, non quantifiables, dans leur environnement naturel. Donc la recherche qualitative est particulièrement appropriée lorsque les facteurs observés sont subjectifs, non reproductibles et donc difficiles à mesurer. Donc c'est effectivement le cas dans le cadre de cette étude métisse qui porte sur l'impact au niveau d'une relation soignant-soigné. Donc la population, l'échantillon, c'est un échantillon de 20 couples soignants-soignés. Donc il a été en fait recherché la plus large diversité de profils de professionnels, tant au niveau du lieu de formation, puisqu'il y a donc 3 lieux de formation qui sont concernés, au niveau des professions, au niveau des lieux d'exercice, donc rural ou urbain, au niveau du type d'exercice, donc hospitalier, ambulatoire, au niveau du sexe et de l'âge, donc en s'attachant à inclure 10 soignants exerçant dans le milieu hospitalier et 10 soignants en libéral ou en ambulatoire. Les critères d'inclusion, donc au niveau des professionnels de santé, donc de toute profession, de tout type et de tout lieu d'exercice, donc inscrits pour la première fois à une formation de 40 heures en éducation thérapeutique, donc dans l'une des 3 structures formatrices, s'exprimant aisément en langue française orale, ayant donné sa non-opposition au recueil des données le concernant, et donc aussi critère important, en mesure d'identifier 5 patients atteints de maladies chroniques avec lesquels ils ont une relation installée, donc depuis 2 ans, vu 5 fois dans les 2 années précédant l'étude. Donc il y a vraiment le critère de relation installée et donc la capacité pour le professionnel de santé à identifier des patients atteints de pathologies chroniques avec lesquels il a une relation installée depuis quelque temps. Et donc pour les patients, être atteint d'une maladie chronique ou parent d'enfants atteints d'une maladie chronique, s'exprimer aisément en langue française orale et donc donner sa non-opposition au recueil des données le concernant. Au niveau des critères de non-inclusion, donc c'est les personnes mineures, les personnes majeures protégées et donc les personnes non accessibles à l'entretien. Donc le déroulement de l'étude, on peut le voir, elle se déroule en fait en 3 phases. Donc une première phase d'entretien qui se déroule donc avant la formation, une deuxième phase d'entretien donc dans les 2 mois après la formation et donc une 3e phase d'entretien prévue 6 mois après la formation.
Donc la première phase d'entretien s'attache vraiment à étudier on va dire l'état de la relation soignant-soigné, à étudier les pratiques des professionnels. Et donc la phase 2 par la suite va étudier plus l'évolution suite à la formation en éducation thérapeutique au niveau de la relation, au niveau des pratiques et aussi au niveau de l'autonomie dans le soin. Donc tout de suite dans l'immédiat, le présent proche de la formation, et donc la même chose, les mêmes questionnements seront abordés donc à 6 mois. Donc au niveau des grilles d'entretien, on a des grilles d'entretien différentes entre les professionnels et les patients. Donc en temps 1, effectivement, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, qui est plus relative à l'état au niveau de la relation et au niveau des pratiques, et qui seront également reposées en temps 2 et en temps 3. Et grille d'entretien, donc du coup à laquelle va s'ajouter un certain nombre de questions en lien avec les représentations que peuvent avoir les professionnels et les patients par rapport à cette évolution de la relation. Voilà. Donc au niveau du calendrier, l'étude se déroule sur 2 ans. Donc une première phase d'inclusion, là qui se termine là maintenant. Donc après 3 phases d'entretien qui seront par la suite suivies de temps d'analyse. Par la suite, à la suite de ces temps d'analyse, effectivement, il y aura une reprise de toutes les analyses qui auront pu être faites pour aboutir au rendu des résultats, et donc par la suite une période de valorisation des résultats. Donc calendrier normalement prévu sur 2 ans. Et donc ce rendu des résultats sera valorisé au travers d'un rapport de fin d'études. Et donc il y aura aussi une valorisation scientifique au travers de publications et au niveau par rapport à des communications orales ou affichées. Voilà. Je laisse la parole pour terminer. Donc, effectivement, ce partenariat a pu se faire puisque, que ce soit la Comet ou le CIC, on avait intérêt à collaborer puisque voilà, cette étude sous-tend à des questionnements éthiques qui sont partagés. Donc vis-à-vis du patient, lui permet de développer son autonomie aux soins. Donc nous, c'est notre travail au quotidien de chercher à ça. Et puis vis-à-vis du soignant, donc le fait de mesurer l'impact sur leur pratique de soins, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui viennent frapper aux portes de la Comète et se former à l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans leur pratique au quotidien. Donc, et ce à 2 niveaux, soit parce qu'ils sont rentrés vraiment dans une routine de travail et un travail à la chaîne, et donc du coup ils ne se retrouvent plus dans leur pratique, ou d'autres professionnels qui se heurtent, qui se heurtent à des patients donc soi-disant difficiles, voilà, c'est ça, compliant. Et donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait face à un patient et je n'y arrive pas, il ne veut pas, voilà, et donc du coup la relation forcément cesse. Et au lieu de continuer à donner, on va dire bêtement des traitements et puis voilà, ils se questionnent en se disant mais qu'est-ce que c'est que mon travail, quoi. Comment est-ce que j'aimerais le mener au jour le jour, et revenir un petit peu à l'origine de leur un petit peu de leur parcours professionnel. Et donc du coup ils s'orientent sur les pratiques, on va dire, liées à la relation, que ce soit le TP, que ce soit la communication non violente, enfin voilà, il y a plein d'autres méthodologies de travail en tout cas pour être plus en lien avec son patient, et donc du coup chose qu'on appellerait voilà, une recherche de congruence. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.